Hmm. Salut, salut, salut. Bonjour à tous. Connectez-vous, connectez-vous. Salut, salut, salut. Bonjour à tous. Salut, bonjour à tous. Bonjour. Partagez le direct, s'il vous plaît. Salut à tous. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et que vous passez bien. Bonjour Mirabelle. Bonjour Mélanie. J'espère que vous allez bien. Hein? En tout cas, moi je vais bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce direct. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans le direct. En fait, j'espère que vous avez lu le but du direct. Déjà, bonjour à tout le monde. Même si on est 5, même si on est 6, même si on est 10, on va commencer. Hein? On va commencer et partager le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Partageons le direct. Partageons le direct dans quelques groupes. Voilà. Déjà, ce direct a pour but. Bonjour Eugénie. Bonjour. Bonjour à tous. On va commencer. Ce direct a pour but de décrypter le rapport du MRC sur les droits de l'homme au Cameroun. Comme vous l'avez vu sur le titre. Bonjour Maman Victoire. Nous tenons d'abord, nous les Bobitanap, à remercier ce travail de fond, ce travail de terrain qu'a abattu le MRC pour nous fournir ce rapport sur les droits de l'homme au Cameroun pour l'année 2020. Nous avons eu l'habitude de voir, bonjour Alain, de pouvoir avoir des rapports sur les droits de l'homme au Cameroun, des rapports qui sont faits par d'autres organisations comme Amnesty International et tout ça, Human Rights Watch et tout ça. Mais nous avons eu l'occasion cette année d'avoir un rapport sur les droits de l'homme au Cameroun. C'est extrêmement important que vous lisez, vous allez lire ce rapport. C'est extrêmement important de savoir en fait qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce que parfois on peut dire on arrête les gens, on a emprisonné les gens, on a fait ci, on a fait ça. Et on n'a pas toutes les informations. On n'a pas souvent toutes les informations. À quoi nous sert le rapport que le MRC a fait sur les droits de l'homme au Cameroun? À quoi ça nous sert, nous, les combattants? Nous, les Camerounais? À quoi ça nous sert? Pour moi, c'est un travail qui nous sert à avoir des informations exactes sur ce qui se passe. Parce que c'est un travail qui est fait par des experts qui sont allés sur le terrain, faire des témoignages, aller sur le terrain, travailler avec des avocats pour avoir des données exactes de ce qui se passe. Et nous, qui allons lire ce rapport, ça doit changer notre vision. Ça doit nous donner encore de la hargne. Ça doit nous donner encore des raisons de plus de mener ce combat.
ça doit nous donner encore des raisons de plus peut-être de changer de stratégie dans notre combat. Nous devons lire ce rapport. Chaque combattant doit lire ce rapport. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé qu'ensemble, qu'on puisse décrypter ce rapport. Le rapport du MRC. Vous savez combien de pages? Le rapport contient 71 pages. Mais vous ne pouvez pas lire les 71 pages. Ce qui est sûr, vous ne pouvez pas lire. Moi-même qui suis que les droits de l'homme, c'est mon domaine, il faut s'asseoir pour lire. Mais nous allons retenir l'essentiel dans ce direct. Nous allons retenir l'essentiel sur ces rapports. Comme je vous disais, les droits de l'homme au Cameroun sont violés depuis des années, vous-même vous le savez. Oui, les droits de l'homme sont violés. La première partie de ce rapport nous parle des arrestations, des détentions arbitraires, de la torture des militants du MRC. La première partie. Les arrestations, les détentions arbitraires. La deuxième partie de ce rapport nous parle des atteintes, de la torture, des atteintes, de la torture, des tueries commises dans le Nozo. La troisième partie de ce rapport nous parle des atteintes aux droits de l'homme liées au fait des attaques de Boko Haram. Vous-même, vous êtes sans doute, vous savez que quand on parle parfois des violations des droits de l'homme au Cameroun, on oublie les attaques de Boko Haram. C'est la troisième partie de ce rapport. La quatrième partie de ce rapport parle des atteintes aux libertés publiques au Cameroun. Les libertés publiques, c'est quoi? C'est comme le droit de manifester, le droit de se réunir. C'est ça les libertés publiques. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le MRC ne peut pas tenir un meeting. Vous êtes sans ignorer, c'est une atteinte à la liberté publique. Parce qu'en tant que citoyen, en tant qu'un parti politique, cette liberté est consacrée dans notre constitution. Cette liberté est écrite dans notre constitution. Mais l'État camerounais ne garantit pas cette liberté. Et du fait qu'elle ne garantit pas cette liberté, sa violation est une atteinte. C'est une atteinte aux droits de l'homme. La cinquième partie de ce rapport parle de la gouvernance. Comment est-ce que notre pays est gouverné aujourd'hui? Voilà ça. Donc je vous donne déjà une idée, une orientation sur le travail qui a été fait par des experts du MRC. Jusqu'aujourd'hui, le MRC est ce parti politique au Cameroun qui paye le lourd tribut de cette guerre. C'est le seul parti politique au Cameroun qui a toujours dénoncé les dérives, les atteintes aux droits de l'homme au Cameroun. C'est le seul parti politique au Cameroun qui voit ses membres, ses dirigeants qui sont emprisonnés. Aujourd'hui, nous avons des cadres MRC qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils dénoncent, parce qu'ils s'opposent vraiment à ce gouvernement. Les autres partis politiques de notre pays, ils sont incapables de dénoncer quoi que ce soit. Vous les avez vus
lors de la Chambre. Beaucoup, les députés de ces partis politiques s'agitaient dans les réseaux sociaux. On nous a parlé d'une députée qui achète son billet, qui a acheté son billet, les billets pour faire entrer les enfants dans un stade, à l'heure où à Tchang, on pleurait les morts de la falaise. Est-ce qu'il y a eu une seule dénonciation sur ce qui s'est passé à Tchang? Est-ce qu'il y a une seule dénonciation sur ce qui se passe? Bonjour Nathalie. Est-ce qu'il y a une seule dénonciation sur les tueries au Nozo? Donc, mes chers frères et sœurs, le MRC est le seul parti politique qui paie le lourd tribut depuis que cette révolution a commencé. C'est le seul parti politique qui est sérieux. C'est le seul parti politique qui est vraiment avec le peuple. Aucun autre parti politique ne communique avec le peuple. Aucun autre parti politique ne pose les problèmes du peuple. Ils sont tous dans le superflu. Ils sont tous dans je ne sais pas quoi. Regardez à Tchang. On a joué le match de la CHAN. Le match de la CHAN. Il y avait déjà les tueries à Tchang. L'accident qui a tué et qui a eu des victimes. Est-ce que ces gens-là ont même observé une seule minute de silence pour ces morts? Ce n'est pas dans leur agenda. Donc vous savez aujourd'hui qui est avec le peuple. Vous savez aujourd'hui qui est avec le peuple. Le MRC, c'est ce parti politique qui est avec le peuple camerounais. Oui, je le dis et j'assume. C'est le seul parti politique qui est avec le peuple camerounais. Que ces gens-là aillent nous fournir un rapport. Est-ce qu'ils ont déjà un jour parlé des personnes qu'on emprisonne? Toutes les personnes qu'on emprisonne ne sont pas du MRC. Est-ce qu'ils nous disent? Ils ne parlent jamais des violations des droits de l'homme, mais ils sont là pour le superflu. Hein? Donc, revenons au rapport du MRC. La première partie du rapport du MRC est basée sur les arrestations et les détentions. Bonjour ma Bobby, bonjour Maureen, bonjour Nathalie. Sur les atteintes aux droits de l'homme, les tortures, les arrestations, les arrestations de la marche pacifique du 22. Imaginez le 22 septembre. Le président Kamto a appelé à une manifestation pacifique pour dénoncer la mauvaise gestion du pays, pour exiger qu'il y ait un dialogue pour la guerre au Nozo. C'est pour cette raison que le président Kamto a appelé le peuple à marcher. C'était une marche pacifique. Mais comme nous sommes dans une dictature, comme nous sommes dans un pays où la répression est devenue la norme, le pouvoir a joué son rôle qui est devenu aujourd'hui un rôle répressif. Un État qui doit protéger ses citoyens, l'État camerounais est devenu plutôt un État répressif, un État qui torture. Nous sommes devenus les bourreaux. Oui, les bourreaux. Bourreaux. Qui est devenu le bourreau? Ils sont le peuple. Bon. Les personnes ont été interpellées pour la marche du 22. Nous avons eu... Il y a la liste, hein? Il y a la liste des personnes interpellées dans le rapport. Il y a la liste des personnes interpellées. Vous savez combien de personnes ont été interpellées?
il y a plus de 600 interpellations dans toutes les provinces du Cameroun. Sachez-le. Pardon, pas dans toutes les provinces. Dans toutes les villes où il y a eu les marches, des personnes ont été interpellées. Même dans la région du Nord, vous le saviez. Vous saviez que les personnes ont été interpellées dans la région du Nord? Voici la liste. Ibrahima, secrétaire régional des jeunes du MRC pour la région du Nord, est cité à comparaître le 7 janvier 2021 en matière correctionnelle devant le tribunal de première instance de Poli dans le département du Faro. Vous le saviez? Vous saviez que les gens étaient interpellés même au nord. Donc, le rapport nous permet de savoir que la répression n'est pas seulement à Douala, à Yaoundé, mais à Bafoussam, mais la répression, c'est dans toutes les provinces. Le régime d'Embia est décidé à torturer, à arrêter tous ceux qui peuvent se lever pour faire une manifestation. La manifestation, c'est quelque chose qui est normal. Hein? Dans tout pays, tout citoyen a le droit de manifester. Vous vous souvenez encore le père Lado, oui, je pense, Ludovic Lado. Ce prêtre qui s'est levé un matin pour faire son pèlerinage. Il a mis son sac au dos, il a dit, je vais marcher pour le Cameroun. Vous savez ce qui lui est arrivé à ce père Ludovic Lado? Vous savez non ce qui lui est arrivé? On l'a interpellé. Pourtant, il marchait. Il faisait son pèlerinage. Donc, nous vivons dans un pays où même marcher est une infraction. Où marcher est une infraction. Ça, c'est terrible. Donc, selon le rapport du MRC, nous avons une liste des prisonniers. Ces prisonniers de la marche du 22 ne sont pas seulement les militants MRC. Ce sont aussi les Camerounais. Des Camerounais épris de justice, les Camerounais épris de liberté, les Camerounais épris de développement, de paix. Ce sont des Camerounais qui se sont levés le 22 pour passer un message à ce gouvernement qu'on en a marre. On veut la paix dans notre pays. On veut la justice dans notre pays. On veut aussi se développer. Ce n'est pas le MRC qui s'est levé le 22. Non, beaucoup de Camerounais ont répondu à l'appel du président élu le 22. Donc, conclusion, le MRC est ce parti qui est vraiment engagé dans la voie du changement dans notre pays. Parce que beaucoup ont répondu à l'appel du président élu le 22. Et tous ces Camerounais qui ont répondu à l'appel, ils ont été arrêtés. Aujourd'hui, ils sont torturés dans les prisons. Oui, ils sont torturés dans les prisons. Regardez la vie dans nos prisons. Les conditions de vie dans nos prisons où des gens sont couchés les uns sur les autres. Regardez l'environnement dans notre prison. Des gens sont comme des animaux. Ils n'ont pas de dignité. Sans oublier qu'ils sont même incapables de donner l'eau à boire aux prisonniers. Incapables de donner de l'eau à boire aux prisonniers. Mais ce gouvernement est champion quand il faut les arrêter. Mais, vous comprenez? Les prisonniers dorment les uns sur les autres. Ils n'ont pas de soins, ils ne reçoivent pas de soins médicaux. Ils n'ont pas de soins. Ils dorment les uns sur les autres. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas à manger, ils n'ont rien du tout.
mais on les met en prison parce qu'on est dans un régime dictatorial répressif. Revenons sur le rapport du MRC. Je vous invite à lire ce rapport. Moi, j'ai fait ce direct parce que ce rapport me parle. Il me parle et moi, je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Il me parle. Je suis très contente de ce rapport du MRC. Ça nous permet de voir l'ampleur du travail qui est à abattre au Cameroun. De voir l'ampleur, comment est-ce que nos frères et sœurs souffrent au Cameroun, entre les mains de quelques individus. Oui, ce rapport vous permet de voir l'ampleur du mal qui est profond, l'ampleur de la souffrance de notre société et de nous dire qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça et comment allons-nous nous en sortir. C'est une prise de conscience. On a déjà pris conscience, mais c'est une autre, parce que la révolution, c'est une dynamique. On doit toujours prendre conscience, au fur et à mesure prendre conscience. Bonsoir Mino, bonsoir. Vous voyez ici, il y a les noms. Il y a les noms de toutes ces personnes-là. Ils sont nombreux. Il y a le nom de toutes ces personnes qui sont arrêtées aujourd'hui, qui comparaissent. Les juges, on renvoie et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être en prison aujourd'hui? Pour dormir les uns sur les autres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont juste demandé un état de droit dans leur pays. Parce qu'ils ont juste demandé un état de droit dans leur pays. Aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont plus de vie. Ils avaient un boulot. Ils avaient une famille. Ils ont abandonné leur famille. Ils ont abandonné leur boulot. Ils sont en prison. La prison, c'est pour ceux qui ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils sont en prison. Donc, nous constatons donc que le MRC, dans son rapport, dit clairement que quoi? Le régime de Yaoundé empêche les manifestations publiques au Cameroun et c'est une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous comprenez bien? Et du Pacte international des droits civils et politiques. Et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et d'un réel recul de la démocratie et des libertés au Cameroun. Donc, le fait que le pouvoir de Paul Biya arrête des gens qui marchent, les emprisonne, les torture, est une grave violation des droits de l'homme, sanctionnée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme est une déclaration, est un livre, est un ensemble de lois dont tous les pays doivent respecter. Parce que c'est un ensemble de pays. Ce sont des pays qui se sont assis pour rédiger cette déclaration, pour que les États respectent les déclarations. Non seulement le Cameroun viole cette déclaration, elle viole aussi le pacte de droits civils et politiques. Elle viole aussi les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme. Vous avez donc compris que le monde, les pays, les organisations ont des instruments pour le respect des droits de l'homme. Et tous ces instruments-là sont notre constitution. Parce que quand vous voyez notre constitution, elle est basée d'abord parce que la constitution
n'est pas au-dessus de la déclaration. La Constitution n'est pas au-dessus des traités internationaux, des normes internationaux. Donc, notre Constitution doit respecter des instruments juridiques internationaux. La Charte africaine des droits de l'homme, notre Constitution doit la respecter. Et nos dirigeants doivent respecter la Constitution, doivent respecter les réglementations, les normes de tous ces instruments que je viens de vous citer. Ils doivent les respecter. Donc, le fait d'emprisonner les gens, c'est une violation aux droits de l'homme. Et cette violation a été constatée par le MRC. Et il y a un constat d'un recul. On vous dit dans le rapport que en matière de droits de l'homme, le Cameroun a reculé. Donc ça veut dire que on a même reculé par rapport aux années 90. Parce que les droits de l'homme, c'est quoi? C'est quelque chose qui doit être progressif. Un pays ne peut pas dire « je respecte tous les droits de l'homme ». Donc, c'est un processus en fait. Et dans ce processus-là, on doit pouvoir gagner les points au fil des années. Donc, un pays doit pouvoir faire des efforts pour mettre les instruments et tout, pour pouvoir respecter. Mais nous, on recule. Les années 90, nous sommes moins que les années 90. Ça veut dire que nous reculons. Ça veut dire que le gouvernement, on vit dans un état répressif. On vit dans une dictature très, très répressive. Voilà le cas pour les arrestations. Maintenant, la deuxième partie du rapport. Bonjour Malolo. La deuxième partie bienvenue au décryptage. Ici, le direct, c'est pour le décryptage du rapport du MRC sur les droits de l'homme au Cameroun. C'est ce décryptage-là. On fait le décryptage, on tire les conclusions. Et on voit quelle stratégie on va prendre maintenant pour la suite du combat. Maintenant, les atteintes dans le Nozo. On a eu Gabur. Bientôt, en février, ça va faire 1 an. Ah, février, c'est oui, le 10, le 14 février, oui, 1 an. Gabur, 1 an déjà de Gabur. Après Gabur, on a eu Kumba. On a eu Motu. Maotu. Motu, quelque chose comme ça. Donc, dans le Nozo, vous-même, vous voyez tout ce qui se passe dans le Nozo tous les jours. Quand on reste comme ça, on attend seulement que qu'est-ce qui va encore se passer là-bas demain. Il y a même des choses là-bas qui se passent que nous, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans le Nozo. C'est quand la guerre là va finir un jour que nous-mêmes, on sera au courant des choses qui se passent. On ne peut pas tout nous dire maintenant. Des choses graves se passent dans le Nozo. Des choses graves se passent dans le Nozo. Donc, dans la deuxième partie du rapport du MRC, nous avons le Nozo. Le Nozo, avec toutes les arrestations, les témoignages, il y a des Camerounais qui ont témoigné dans le rapport du MRC. Lisez ce rapport. C'est très intéressant. Il y a des témoignages des Camerounais sur le Nozo. Il y a beaucoup de choses qui se passent que nous, on ne nous informe pas sur les réseaux. Mais ce rapport-ci contient toutes ces informations. Il y a un témoignage, Intifala, Oben. Il faut lire ce témoignage. Et il y a le témoignage même au niveau du CED, des tortures, des anglophones qu'on a arrêtés au niveau du CED, qui ont fait le témoignage des tortures qu'ils ont, les anglophones qu'on a interpellés, toujours dans le cadre de la guerre au Nozo. On interpelle les gens qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a des gens qu'on te soupçonne, on vient te sortir de chez toi la nuit et on te torture au CED. Il y a ce témoignage.
Il y a le cas des détenus qui sont décédés en détention sans jugement. C'est horrible, mes amis. C'est horrible. Vous avez vu le cas du journaliste qui était mort enchaîné. Il y a le cas du révérend. Le révérend Thomas Tanguay, qui est mort aussi. Oui, c'est lui qui était mort enchaîné, pardon. Il était révérend. Le révérend Tanguay Thomas. Il a été arrêté en 2017. Des faits en relation avec la guerre du Nozo. Il est décédé sans jugement le 5 août 2020 à l'hôpital central de Yaoundé. Des images ont circulé sur les réseaux sociaux. Il était enchaîné sur son lit de malade. Il est mort enchaîné, ce révérend, parce qu'on l'accusait d'être impliqué dans les groupes sécessionnistes. Il est mort enchaîné. C'est révoltant. C'est révoltant. C'est révoltant. Donc vous avez des cas comme ça. Des cas comme ça. Des gens qu'on arrête. On te soupçonne que non. On te soupçonne que non. Tu connais quelque chose dans la guerre du Nozo. Pourtant tu ne sais rien. Parfois, on te torture. Et puis tu meurs. Tu meurs comme ça parfois dans l'oubli. Tu meurs dans l'oubli. Donc dans le rapport, la deuxième partie du rapport, vous allez voir, vous allez lire les témoignages des gens qui ont été, des témoignages des gens, des anglophones, qui sont aujourd'hui des anglophones, qui sont aujourd'hui soupçonnés et qui sont torturés parce qu'on les soupçonne d'être avec des groupes sécessionnistes. Ces témoignages, ces exemples-là, on ne les voit pas sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont torturés aujourd'hui dans le cadre de la guerre du Nozo. Beaucoup de familles qui subissent des pressions du gouvernement. Il y a beaucoup d'intimidation, beaucoup de familles. Vous allez lire, il y a ça dans le rapport. La troisième partie de notre rapport du MRC porte sur les atteintes des droits de l'homme dans le Grand Nord. Boko Haram au Nord Cameroun. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, une partie du Grand Nord souffre de la présence de Boko Haram. Une partie du Grand Nord souffre parce que les militaires qui sont là n'arrivent pas à faire partie de Boko Haram. Vous avez vu la vidéo de la femme qui a été tuée par les militaires. Vous avez vu ça? Ça a circulé sur les réseaux. Hein? Ça a circulé sur les réseaux. Dans le nord, aujourd'hui, il y a des combattants de Boko Haram qui sont installés dans les villages, qui terrorisent les populations. Mais les militaires n'arrivent pas. Les militaires n'arrivent pas à résoudre ce problème-là dans le Grand Nord. La population est terrorisée. La population du Grand Nord est terrorisée. Les attaques sont incessantes. Les enlèvements de femmes. On enlève les femmes dans le Grand Nord aujourd'hui. Oui, on les enlève. Boko Haram enlève les femmes. Boko Haram tue les femmes. Boko Haram tue les enfants. Ils enlèvent les femmes. Et ils pillent. Quand ils pillent, ça veut dire qu'ils arrivent dans ta maison, ils prennent tout ce que tu veux, tout ce que tu as. Ils ne te demandent pas. Ils prennent. Tu ne peux pas parler parce que tu as peur. Donc, Boko Haram terrorise la population du Grand Nord. Et nos dirigeants, notre poignée de personnes
nos, nos, je les appelle quoi? Nos semblants de gens qui nous dirigent. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ça, c'est la troisième partie. La quatrième partie du rapport du MRC parle des atteintes à la liberté de presse. Quand on parle de la liberté de presse, vous pensez à qui? Moi, je pense à Paul Tchouta. Vous pensez à qui? Vous pensez à qui? Moi, je pense à Paul Tchouta. Mais dans le rapport, on nous rappelle que le 22 septembre, le journaliste Polycarpe Essomba, correspondant de Radio France à Yaoundé, a été violemment battu par la police et son matériel a été arraché. Le 22 septembre 2020, un journaliste de RFI, un correspondant de RFI au Cameroun, le journaliste Essomba Polycarpe, a été battu par la police. Imaginez, où est la liberté de la presse? La presse ne veut que faire son travail. On empêche même à la presse de faire son travail. La presse est là juste pour établir les faits, pour informer la population de ce qui se passe. Le journaliste ne crée pas l'information. Le journaliste parle d'une information. Pourquoi est-ce qu'on empêche le journaliste de parler? Une grave violation à la liberté de la presse, qui est une liberté fondamentale, inscrite dans notre Constitution, inscrite dans tous les instruments juridiques internationaux, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Mais nous, le dirigeant camerounais, ne le respecte pas. Le métier de journaliste, c'est le plus beau métier au monde. C'est un beau métier. Parce qu'ils sont là pour informer le peuple. Ils jouent un rôle d'information. C'est ça. Et il y a un autre journaliste qui a été arrêté. Donc, ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs journalistes qui ont été arrêtés. Hein? Paul Tchouta. Paul Tchouta fait quoi en prison, mes amis? Paul Tchouta fait quoi en prison? L'enfant de Cru, il a fait quoi? Paul Tchouta fait quoi en prison, mes amis? J'aime pas la sorcellerie, que c'est quoi? Paul Tchouta fait quoi en prison? Cher gouvernement Paul Biya, gouvernement des génocidaires, des criminels, des sans-cœurs. Paul Tchouta fait quoi en prison? Depuis combien d'années déjà Paul Tchouta est en prison? Il fait quoi en prison? Paul Tchouta fait quoi en prison? Il a fait quoi? Il a déposé, Kalis Beyala a déposé une plainte contre Paul Tchouta. Pourquoi? Pour diffamation et injure. Diffamation et injure. La diffamation et injure, c'est 6 mois d'emprisonnement. Si on va dans notre code, le code pénal du Cameroun, la diffamation et injure, c'est 6 mois. Depuis combien de temps Paul Tchouta est en prison? Il fait quoi en prison? Depuis plus de 6 mois. Depuis plus de 6 mois. Donc ça veut dire que vous ne respectez rien. Parlons maintenant du cas de Ouazizi. Le journaliste Ouazizi
Ouazizi est mort. Il est mort. On ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il a tué. Parce que vous l'avez soupçonné, ils l'ont soupçonné d'être un ambazonnier. Ils l'ont tué, Ouazizi. Ils l'ont tué. Un journaliste ne doit plus avoir un point de vue, ne peut plus s'exprimer. Il y a beaucoup de cas. Voilà Ouazizi. Il y a un autre cas d'enlèvement du journaliste, Elvis Eboch, qui a été enlevé. Oui, qui a été enlevé. Toujours par le gouvernement, là, par vous. Toujours un viol là. Et vous avez suivi dernièrement les brutalités policières contre les avocats. Au palais de justice, c'était à Douala. Les avocats qui ont été brutalisés comme des malpropres, comme des hommes ordinaires, des avocats. La matière grise d'un pays. Comment est-ce qu'on peut traiter des avocats comme ça? Aucun respect pour ce métier. Aucun respect pour les avocats, parce qu'ils n'appartiennent pas au régime. Mais les juges, ce sont des suprêmes. Les juges, parce qu'ils chantent la chanson du RDPC, le parti État. Les juges, on ne les touche pas, hein, parce que c'est les juges du gouvernement. Où est parti le principe de l'indépendance de la justice? Où est parti le principe de l'indépendance de la justice? Pourquoi la justice se confond à l'État? La justice ne doit pas se confondre à l'État. Les juges, vous ne devez pas rendre la justice par rapport à l'État. Non. Vous ne pouvez pas. Mais vous le faites parce que nous vivons dans un pays corrompu, dans un pays où je ne sais même plus quoi dire. Donc, on a eu les avocats qui ont été violentés. Vous avez tous vu, hein, ça fait le tour des réseaux sociaux. Et même ces avocats, ils ont voulu même mener une grève, mais ils n'ont pas pu. Hein. Et par ailleurs, le cas de violation des droits de l'homme, qui a été noté dans le rapport, qui retient aussi mon attention, la séquestration des patients dans des établissements hospitaliers publics pour non-paiement des factures de soins. Le rapport nous dit ceci. Des Camerounais sont séquestrés dans des établissements de soins parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les factures. Donc tu vas à l'hôpital, tu n'as pas l'argent pour payer ta facture. On te confisque, on te séquestre. Moi, c'est des pratiques vraiment que j'ai vues quand j'étais petite. On me disait qu'il y avait des femmes qui allaient à l'hôpital, qui accouchaient. Ça, je l'ai vécu à l'hôpital de Ndongé. De Ndongé, qui est un hôpital qui est dans le Mungo. Quand une femme accouchait à Ndongé, quand tu n'avais pas l'argent pour payer tes soins, tu restais à l'hôpital. Tu restais donc une prisonnière de l'hôpital et tu faisais des travaux à l'hôpital jusqu'à ce que tu aies de l'argent, je ne sais pas. Mais tu ne pouvais pas sortir en fait. Tant que tu n'avais pas payé ta facture, tu ne pouvais pas sortir. Moi, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. À l'époque, pour nous, j'étais plus jeune. C'était quelque chose de normal. C'est vrai que moi, je me disais, mais comment est-ce que quelqu'un peut accoucher et rester à l'hôpital? Je me posais cette question. Mais je comprends aujourd'hui que cette pratique-là est tellement entrée dans les mœurs. Cette pratique-là n'est pas dénoncée. C'est pour cette raison que ça continue. Il est inadmissible qu'on séquestre des gens dans des hôpitaux
parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer leurs frais médicaux. Il est inadmissible. L'homme n'est pas une marchandise. L'homme n'est pas un objet. Respectez la dignité de l'homme. La dignité de l'homme est au-delà, est au-dessus du matériel. Le corps de l'homme mérite d'être respecté. Il est au-dessus de tout ce qui est quantifiable, de tout ce qui je ne sais pas quoi dire. Donc, si quelqu'un n'a pas l'argent pour payer ses frais médicaux, vous pouvez lui demander de signer un document et il repart chez lui. Mais vous le maintenez là, il ne sait pas travailler et comment il va payer ses frais? Vous le séquestrez, comment est-ce qu'il va payer ses frais? Donc, votre solution n'est pas la bonne. Et c'est contraire aux droits de l'homme. On ne peut pas séquestrer un homme parce qu'il n'a pas payé ses factures. C'est contraire aux droits de l'homme. Tous les instruments juridiques le condamnent. Oui, tous les instruments juridiques. Et c'est inadmissible. Encore, cela se passe dans des hôpitaux publics. C'est une aberration. C'est une aberration. C'est inacceptable que des hôpitaux publics qui reçoivent des subventions de l'État, que des hôpitaux publics qui, en principe, doivent être même gratuits, soient en train de séquestrer des pauvres citoyens qui n'ont pas l'argent pour payer leurs factures. C'est une violation grave à la dignité humaine. Retenez-le ainsi. La cinquième partie de notre rapport, c'est sur la gouvernance. Comment est-ce que notre pays est gouverné? Ici alors, le code électoral, les élections. Quand on parle de gouvernance, on parle des élections. Comment est-ce que les élections sont organisées dans notre pays? Nous savons depuis des années que le roi Sokoudou a bien dit, il n'y a jamais eu d'élection au Cameroun. C'est le roi Sokoudou qui a dit lui-même, il n'y a pas, depuis 1960, il n'y a pas eu d'élection au Cameroun. Il a tout dit. Je n'ai même plus rien à ajouter. Il a tout dit. Pour lui, il n'y a pas eu des élections au Cameroun. Dans la gouvernance, on a les élections. Et depuis 2018, depuis 1900, depuis toutes les années, on a toujours eu des problèmes avec notre code électoral. John Fondi l'a dénoncé, des hommes politiques l'ont dénoncé, Kamto récemment encore victime. On continue, on est dans le hold-up. On est dans un hold-up électoral depuis 1960, comme a dit le roi Sokoudou. Depuis 1960, on est dans le hold-up électoral au Cameroun. Après les élections, donc, il n'y a pas de transparence électorale au Cameroun. Maintenant, revenons au chef de l'État qui a gagné les élections. Vous voyez la cacophonie gouvernementale depuis 2 ans. Un chef d'État absent. Le ministre. On ne sait pas qui gouverne le Cameroun aujourd'hui. On ne sait pas qui gouverne le Cameroun aujourd'hui. Si on vous demande qui est le chef de l'État du Cameroun, vous allez dire qui. On ne sait pas. On ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, s'il est quoi, s'il est quoi. Tout ce que moi je sais, c'est que ce pays n'est plus gouverné. Ce pays n'est plus gouverné. Il y a un groupe d'amis, je le dis toujours, qui sont en train de nous maintenir dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans ce calvaire. Il y a un groupe d'amis. Ce pays n'a plus de dirigeants. On n'a plus de dirigeants, mes chers frères et sœurs. Retenons ça comme ça. On n'a plus de dirigeants. On n'a plus. Nous devons trouver un moyen. On n'a plus. Les détournements de fonds publics, la corruption, la mauvaise exécution des marchés publics. On donne les marchés publics aux gens, ils n'exécutent pas, ils prennent même des marchés publics parce que tel qu'on est tel. Vous connaissez tout ça. Vous connaissez tout ça, ce qui s'est passé avec la canne et tous les chantiers de la canne et tout ça. Est-ce qu'on va encore vous dire quoi? Les surfacturations.
les surfacturations dans les marchés publics. Les travaux de construction de l'autoroute. Voilà la route, la falaise. Pourquoi on n'a pas une bonne route là-bas? Dites-moi, vous pensez que ce pays est gouverné? Voilà la falaise qui a tué, calciné plus de 50 personnes. Voilà la falaise qui a tué plus de 50 personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Parce qu'il n'y a pas de sécurité routière. Ça, c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Combien d'accidents on a sur nos routes par mois? On peut nous donner les chiffres. Dans un bon pays, on aurait sorti des chiffres tous les années, des accidents de route. Mais est-ce que le ministère du Transport s'est assis un jour pour nous donner les chiffres? Nous, on aimerait savoir combien de personnes meurent sur nos routes. On aimerait que le ministère des Transports nous sorte des chiffres sur les morts, sur le nombre de morts sur nos routes. Nous ne sommes pas quand même des animaux, même des animaux, on ne traite pas comme ça. On ne traite pas des animaux comme ça. Cette route de la falaise, c'est un tombeau ouvert. Je dis parfois c'est Dieu qui garde les Camerounais. C'est une route que j'ai faite dans des années 2000. Des années 2000. Et des voitures roulaient sur cette route sans frein. Sans frein, je vous dis. J'ai failli mourir sur cette route 2 ou 3 fois. Parce que moi, j'étais à Tchang. Mon oncle était à Sanchou. Je faisais cette route presque tous les week-ends pour aller chez mon oncle quand j'étais étudiante à l'université de Tchang. J'entrais dans ces voitures. Je connais cette route. Cette route, elle est dangereuse. La falaise, c'est une route dangereuse. Mais depuis des années, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé faire un semblant de bitumage là-bas. Mais on pense toujours que les choses se font comme ça au Cameroun. Non, on prévoit. Un gouvernement doit être prévisionnel. On prévoit. Mais chez nous, on ne prévoit rien. On ne considère pas les vies humaines. Tu meurs, c'est ton problème. Et ta famille qui perd, l'État. L'État, pour lui, ne perd rien. Tous ces 55 personnes qui sont mortes là-bas, c'est une perte énorme pour nous, les Camerounais. C'est une perte énorme. En plus d'être une perte pour leur famille, c'est une perte énorme pour l'État camerounais. Même quand on perd une personne, c'est une perte énorme. Même quand une personne meurt, c'est une perte énorme. C'est pour cette raison que on va voir dans les pays développés comment l'État investit dans le bien-être, dans la sécurité routière des citoyens. Oui, on n'investit pas pour rien, parce qu'on sait que chaque vie humaine compte. Chaque vie humaine est indispensable, nécessaire. On ne laisse pas les gens dans la pâture comme des animaux. Non. Il y a un problème de gouvernance dans notre pays. C'est ça qui explique tout. L'accident s'est passé, mais qu'est-ce qu'on fait après? Après, qu'est-ce qu'on a fait? On les a vus là défiler. Ils sont allés à la falaise faire des incantations que j'ai regardées, que j'ai vu des images sur les réseaux. Faire des incantations. Une ministre qui va faire des incantations sur un lieu d'accident. On nous ramène où là? On nous ramène où? C'est parce qu'il y avait des mauvais esprits là-bas que les gens sont morts. Ça, c'est quel mépris pour la population. Je ne sais même pas comment je peux qualifier ces gens qui nous gouvernent. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Ils ne savent pas qu'ils sont là pour le peuple. Ils sont là pour le peuple, mais pas pour être au-dessus du peuple. Non. Vous êtes là pour servir le peuple. Vous n'êtes pas au-dessus du peuple. Quand le peuple a mal, vous devez avoir mal.
Et vous devez tout faire pour que ce peuple soit bien. Prenez l'exemple de ce qui se passe ailleurs. Après un accident pareil, même pas une minute de silence dans les matchs. 55 personnes calcinées. Même pas une minute de silence dans les matchs. Quel mépris pour la population. Vous travaillez pour qui? Après un drame pareil, vous devez vous remettre en question. On devait voir des réunions du gouvernement pour prendre des mesures. Il devait y avoir des campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière. On devrait interpeller les syndicats des transporteurs. On devrait interpeller les directeurs d'agences de voyage. On devrait interpeller tous les acteurs des transports, acteurs publics, acteurs privés. On devrait les interpeller et s'asseoir sur une table, dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ceci n'arrive plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait pour mériter votre médiocrité? Vous êtes des médiocres. Je suis désolée, vous êtes des médiocres. Vous devez interpeller tous les acteurs, faire des réunions. Alerter les médias. Aller dans les médias, que ce soit les médias publics, médias privés, accentuer la sensibilisation, accentuer les campagnes sur le surcharge dans les voitures. C'est un phénomène qui est au Cameroun. Le surcharge dans les voitures. Quelle campagne avez-vous menée pour sensibiliser la population sur le danger qu'elle peut courir en acceptant d'être surchargée? Vous pensez, vous réfléchissez comme le commun des mortels. Vous réfléchissez comme le Camerounais lambda qui est dans la rue. Qu'on lui dit, il faut les campagnes sur les surcharges. Et le Camerounais dit non. Ah, mais ce sont les gens qui aiment se faire surcharger. Ah non, ce sont les Bamileke qui vont faire leur rite. Ah non, ce sont les gens qui veulent payer moins cher. C'est pour ça qu'ils acceptent d'être surchargés. Non, ce sont eux. Ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas aussi bien voyager dans des conditions. Non, on ne dirige pas un État comme ça. On ne dirige pas un État en pensant que les gens savent ce qu'ils doivent faire. Non. Quand on dirige un État, on sait déjà que le citoyen ne sait pas ce qu'il doit faire. C'est l'État qui fixe les règles. C'est l'État qui fixe les règles du fonctionnement de la société. Et le citoyen, donc, est amené à respecter ces règles. Et qu'est-ce qui amène le citoyen à respecter ces règles? C'est toujours l'État qui amène le citoyen à respecter ces règles par la sensibilisation. L'État ne détient pas les médias pour rien. La CRTV au Cameroun, la CRTV c'est pour le gouvernement. Les médias privés, ils payent des taxes et tout ça au gouvernement. Donc l'État a un mot à dire, même à la presse privée, même aux télévisions privées. C'est là où doit se passer la sensibilisation. L'État a des agents qui travaillent dans le ministère des Transports. Qu'est-ce qu'il y a que ne pas faire qu'est-ce qui vous coûte de prendre le budget de l'État, lancer une campagne contre les surcharges dans les voitures, de manière même humoristique? On a des artistes, on a des comédiens. Vous faites des comédies, vous faites des spots publicitaires. Vous allez dans les domiciles, vous recrutez des gens, vous allez dans des agences de voyage. Vous organisez des choses, des jeux concours. Il y a des associations au Cameroun. Il y a des associations de la société civile au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font, toutes ces associations? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi vous ne travaillez pas avec ces associations pour sensibiliser le peuple sur ce qui est dangereux pour lui,
Vous pensez que le peuple est mature? Si le peuple est mature, vous servez à quoi? C'est l'État qui donne la direction et le peuple suit. Et quand le peuple ne suit pas, il y a la justice. La justice est là. Donc, de grâce, évitez d'infantiliser les gens. Parce que tout ce que vous êtes allé faire sur la falaise là, pour moi, c'est un mépris. Pour même les gens qui sont morts là-bas. Un mépris même pour le peuple. Et tous ces gens qui commencent à dire, ce sont des gens qui aiment se faire surcharger là. Arrêtez ça. Tout le monde aime le moins cher. Même quand ici, chez les Blancs, quand on dit solde, quand on dit ça c'est gratuit, ça c'est moins cher, même les riches, tu vas les voir courir. Les gens courent. Tout le monde aime, tout le monde, chacun aimerait voyager. Si c'est 2000 francs, il dit, je paye 1000 francs, je m'assois ici, là, je voyage, mais je sais que j'ai payé 1000 francs. Vous pensez que tout le monde peut le faire? Mais si on travaille la tête des gens, on leur dit non, en voyageant là-bas, ça peut pas être bien pour toi. Paye juste tes 2000 et tu t'assois bien, tu voyages. Si l'État travaille ça, on n'aura plus de surcharges de 70 personnes dans les cars, dans les bus de 30 personnes. On n'aura plus 70, 50 personnes. On ne les aura plus. Ne mettez pas la faute à la population. Ça, c'est une fuite à l'avant. Ça, c'est fuir ses responsabilités. L'État ne doit pas fuir ses responsabilités. L'État est responsable du peuple. L'État est responsable de se gouverner. C'est l'État qui doit prendre soin du peuple et non le contraire. N'accusez pas le peuple. N'accusez pas pour dire non, c'est lui qui a voulu voyager. Et les voyages de nuit, si on peut en parler. Les voyages de nuit, cela fait partie de la sécurité routière. Quand j'ai vu cet accident, j'ai lu certains commentaires sur Facebook où certains osent dire ce sont les Bamilékés qui voyagent la nuit pour aller faire des incantations, des hommes politiques qui osent le dire. Moi, je dis, vous avez beau avoir 10 ans, 30 ans de politique, mais vous ne savez pas qu'est-ce que l'État doit faire pour les citoyens. Je suis désolée pour vous, les intellectuels camerounais. La base même de la société, vous ne connaissez pas. La base des responsabilités de l'État face au peuple, vous ne connaissez pas. Et vous pondez des bêtises pour accuser un peuple qui est affaibli, un peuple qui n'a pas de repères, parce que vous leur avez tout pris. Et après, ce sont eux qui sont victimes et qui sont encore des responsables. Vous ne pensez pas que c'est trop pour eux? Vous ne pensez pas que c'est un poids, c'est trop pour ce peuple? Mais non, arrêtez un peu. Arrêtez un peu, vous ne pouvez pas victimiser un peuple. Vous ne pouvez pas victimiser un peuple et dédouaner l'État. Non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. L'État a la responsabilité de tout. Parce qu'il a tout. L'État, c'est une grosse machine. Vous les voyez au Cameroun, non? On ne peut pas marcher au Cameroun, non? Tu ne peux pas te lever, tu dis que tu vas organiser une manifestation. On te donne l'autorisation, non? C'est l'État, non? Les sous-préfets, les commissaires, les juges, les gens de l'ENAM, le port de Douala, les maires, tout ça. C'est l'État, non? C'est l'État. L'État, c'est une grosse machine. Mais vous ramenez vos machines quand il faut mater les gens. Vous ramenez vos machines quand il faut voler. Oui, escroquer encore les 500 francs des gens. C'est là où on sent que vous êtes grand. Aller chez les gens, les retirer la nuit. Les séquestrer dans les prisons. Les torturer. C'est là où on sait que l'État est fort. Mais quand il faut travailler, quand il faut dire ce carburant frélaté doit être interdit de vente. Vous savez combien de Camerounais sont déjà morts de carburant frélaté là? Vous savez combien de Camerounais? Il y a 2 femmes à Loum Chantier, il y a 2 ou 3 mois, qui ont été calcinées. Je dis bien calcinées.
parce qu'elle vendait ce carburant frélaté. On appelait ça à l'époque le zoisois. Elles ont été calcinées par ce carburant au marché de l'Oud-Chantier, en pleine journée. C'est passé inaperçu. J'ai même envoyé quelqu'un là-bas pour faire un petit reportage. La population, les gens disent quoi? Ah, elles vendaient le carburant. Ouais, elles se sont brûlées. Ouais, on avait dit que, on avait fait comme ça, on avait fait. Tu vois que ça devient même un objet de moquerie de ce que ces femmes-là qui sont mortes, ce sont elles-mêmes qui ont cherché leur mort. La population ne comprend pas qu'on ne doit même pas accuser quelqu'un. Ça vient d'où d'abord que ces femmes vendaient le carburant frélaté? Ça vient d'où? Qu'une femme se retrouve en train de vendre le zoiseau. Pourquoi? On m'a dit que c'est une pratique au Cameroun. Est-ce que c'est normal qu'une femme se mette à vendre du carburant frélaté? Quelque chose en principe qui doit être interdit de vente. Ce carburant doit être interdit de vente parce que c'est la mauvaise qualité et c'est dangereux. On le sait et on le laisse tous les jours. Parce que nous, on sait que Dieu est là. Tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui a accepté. On va faire comment? Si quelqu'un meurt par accident, c'est Dieu qui a accepté. Si quelqu'un... Mais non! Il n'y a pas Dieu qui accepte quoi que ce soit. C'est nous qui acceptons. Dieu n'accepte pas. L'espérance de vie dans d'autres pays, même de l'Afrique, c'est qu'elle... Je ne veux pas parler de l'Europe. On dit que c'est l'Europe. L'espérance de vie dans d'autres pays en Afrique, c'est dans les 70, c'est dans les 60 ans. L'espérance de vie au Cameroun, c'est quel âge? C'est 50 ans, 45 ans. C'est 45 ans. Vous vous êtes demandé pourquoi les gens meurent si vite? Vous vous êtes demandé un jour pourquoi les gens meurent si vite dans notre pays? C'est Dieu qui fait. Laissez-moi rire, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui tue les gens si tôt. Ce n'est pas Dieu qui tue nos parents. Ce n'est pas Dieu qui tue nos amis. Ce n'est pas Dieu qui... Ce n'est pas Dieu. Mais c'est les conditions de vie. C'est les conditions de vie. Si c'est 56 personnes de champ, si ce camion frélaté, de camion de zoiseaux frélaté, si ce camion n'avait pas ce oiseau frélaté, ces 56 personnes ne seraient pas calcinées. Vous allez dire que c'est Dieu qui les a tués. Vous allez dire que c'est Dieu qui les a tués. Mais non. Parce qu'il n'y a pas de bien-être dans notre pays. Il n'y a pas de bien-être. Tu vis pour toi. Tu meurs pour toi et pour ta famille. L'État n'a rien à foutre. L'État n'a rien à foutre. Que tu meurs, que tu vives, ça les laisse transettes. C'est ça l'état des droits de l'homme dans notre pays. C'est ça la réalité au quotidien des droits de l'homme dans notre pays. L'État est le premier responsable. L'État est le premier responsable L'État est le premier responsable du malheur des Camerounais. Et nous qui refusons de voir les choses comme il se doit, on a noyé toute notre connaissance dans les croyances. Et que ces gens qui nous gouvernent nous amènent vers ces croyances. Quand une ministre va au lieu d'un accident mortel, un accident dramatique, et commence à faire des incantations, sans qu'on ne l'entende, dire que vraiment, si on avait fait ceci, cet accident peut-être ne se serait pas produit. Si on avait fait ceci, peut-être autant de personnes ne seraient pas mortes. Et limite son action à l'incantation. On n'a plus rien à faire avec ces gens.
On n'a plus rien à faire avec ces gens. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers, je suis désolée. On n'a plus rien à faire avec ces gens. C'est un endormissement. Ils contribuent à endormir le peuple, à faire croire au peuple que ce sont des croyances mystiques, des croyances ancestrales qui sont à l'origine de leur malheur. Ils font croire ça au peuple. C'est un endormissement pour mieux les exploiter, pour mieux voler les richesses qui sont là pour tout le monde, mais ils prennent ces richesses-là pour eux. Et entre-temps, ils endormissent le peuple. Et comme notre peuple, c'est un peuple d'Afrique, nous sommes un peuple attaché à nos valeurs ancestrales. Nous sommes un peuple attaché à nos valeurs chrétiennes. Ils utilisent ça pour nous endormir. Non. Trop, c'est trop. Voilà l'état des droits de l'homme au Cameroun. Voilà l'état des droits de l'homme au Cameroun. Un pays où le peuple n'a droit qu'au mépris des dirigeants et que ces dirigeants n'ont pour seul objectif, n'ont pour seule mission que de voler, de terroriser et de se maintenir au pouvoir. Voilà ça, l'état des droits de l'homme dans notre pays, le Cameroun. Et que l'espérance de vie dans notre pays est à 45 ans. Voilà l'état des droits de l'homme. Un pays où il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'épanouissement. On ne fait rien parce que tu es un homme, tu n'as rien. Tu peux mourir, on s'en fout. Tu es là, on s'en fout. Tu n'es pas là, on s'en fout. Voilà notre gouvernement, des sorciers qui nous gouvernent en fait. Donc, revenons sur notre rapport. Et c'était en fait la fin du rapport sur la gouvernance. Je vous ai dit, j'ai pris l'exemple avec l'accident de la falaise pour vous dire à quel niveau, à quel point nous sommes gouvernés par des irresponsables, pas des avares, pas des cupides. Par des cupides. C'est ça. C'est ça. Et la fin du rapport dit quoi? Les conditions de vie des Camerounais. Les conditions de vie des Camerounais s'est dégradées. S'est dégradées ces dernières années. Les Camerounais n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à l'électricité, n'ont pas accès à l'emploi. C'est le basic d'un État, la base du développement. Et tous ces manquements, que vous le sachiez aujourd'hui, sont des manquements. Tous ces manquements sont des graves violations aux droits de l'homme. Quand vous n'avez pas l'eau, quand vous coupez la lumière tous les jours, vous pensez que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est une violation. On viole ton droit. Tu as droit à avoir de la lumière tous les jours. Tu as droit à avoir de la lumière tous les jours. Tu as droit de manger tous les jours. Quand tu ne manges pas, quand tu n'as pas de lumière, quand tu ne peux pas te soigner, l'État est en train de violer. Attendez, une minute, je reprends à ce coup de fil. Allô? Oui, ça va bien. Dikra? Oui. Non, elle doit venir le jeudi. Jeudi. Elle vient le jeudi. Jeudi et mercredi. Attends, je vais voir avec elle. Hein, parce que elle, le groupe, parce que tu vois, j'ai 3 groupes maintenant.
Et bon, elle est dans un groupe, je vais les voir demain et c'est là où je vais leur donner un nouveau planning. Oui, oui, oui. Bon, il y a le groupe Oral 4, donc tu peux mettre le jeudi matin. Jeudi matin, intermédiaire, hein. A22, A22. Non, 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 c'est que chez moi, c'est un peu moins alors. A, 2.1. Oui, oui, c'est ça, 2.1. Mhm. Oui, c'est ça. Oui. Tu peux le mettre lundi et jeudi. Jeudi matin. Mhm. Présentiel, oui. Oui. Lundi matin en présentiel et le mercredi et lundi via WhatsApp, quoi. Désolée, hein. Une minute. Ouais. Pardon? Lundi, ce matin. Oui. Je n'ai... Oui, 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 oui. Oui, c'est ça. Non. De rien, je me la de rien. Oui, 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 celui-là. Ok, je vais voir. Mhm. Ça va. Ok. Ça va, ça va. De rien. Merci à toi. Au revoir. Bon, 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 bon. Désolé, hein, c'était un appel important de mon service, de mon travail. Donc, désolé, 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 désolé. Désolé, je voulais pas répondre, mais c'est ma collègue, elle a tellement insisté que j'étais obligée de prendre, quoi. C'était assez important. Donc, comme je disais, j'étais où là? J'étais où? Là, je suis perdue vraiment. Je suis perdue. Ok. Bon, je disais donc que parfois les gens ne savent pas que avoir accès à l'eau, avoir accès à de bonnes routes, avoir accès à l'électricité est une obligation de l'État. C'est une obligation. C'est un droit. C'est un devoir pour l'État d'offrir de l'eau, des routes à leur population. C'est obligé. C'est pas le monde. C'est pas un don. Non, c'est une obligation. Ça entre dans les obligations, les devoirs de l'État envers la population. Et c'est pour cette raison que dans le rapport du MRC, il a été dénoncé. On a dénoncé que, en fait, il n'y a rien de tout ça au Cameroun.
Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, les coupures d'électricité, les soins médicaux. Voilà combien de femmes aujourd'hui encore meurent en train d'accoucher. Tout ça, c'est des lacunes du système sanitaire. La gestion du Covid chez nous, tout ça, c'est des lacunes. Tout ça, en fait, tout cet ensemble-là, en fait, c'est les droits de l'homme. Aussi, l'emploi. L'emploi, dans le rapport, c'est marqué. Est-ce que bientôt, ce sera la fête de la jeunesse, le 11 février? Ce sera la fête de la jeunesse. Est-ce qu'on peut nous donner dans notre pays le taux du chômage? Combien de jeunes travaillent dans notre pays? Après l'école, qu'est-ce que l'État fait de tous ces diplômés qui sont formés dans nos écoles? C'est la jeunesse. Quel est le taux de chômage dans notre pays? Que font les jeunes quand ils finissent l'école? Que font les jeunes qui n'ont pas eu une éducation? Donc, parce que parfois on parle du chômage, on oublie les jeunes qui n'ont pas eu accès à l'école. Ces jeunes qui pouvaient être orientés à un moment à faire un métier, à apprendre, à faire une formation professionnelle. On les oublie parfois. Parfois même, on ne parle même pas d'eux. Ils se débrouillent. Il y a des gens qui arrêtent l'école à 14 ans, ils se débrouillent dans la vie. On ne parle même pas d'eux. On parle de ceux qui ont des diplômes, de ceux qui ont des BTS, des baccalauréats, des licences, des masters, mais qui ne trouvent pas du travail. Qu'est-ce que l'État fait d'eux? Est-ce que, à la veille de la fête de la jeunesse, l'État peut nous dire quel est le nombre de jeunes qui sont, quel est le taux de chômage dans notre pays? C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on voit qu'un pays évolue ou un pays régresse. C'est avec des études, c'est avec des statistiques. Mais chez nous, rien n'est fait. Le 11 février, on va venir nous pondre un discours pour dire l'État a promis 500 000 emplois. Il y a eu des jeunes qui ont été recrutés dans... J'ai vu l'autre jour des vidéos sur le recrutement des jeunes dans l'armée. Les jeunes du Sud, ils étaient en train d'être recrutés dans l'armée. Le nouveau métier des jeunes au Cameroun du Sud, c'est être militaire du BIR. Comment est-ce qu'un pays peut sacrifier autant ses citoyens? On sent que c'est une jeunesse qui est perdue. N'importe quoi que tu vois, tu fais seulement parce que tu n'as pas mieux. Et quand on vous recrute, même dans le BIR, vous allez voir, vous avez même la chance de travailler. Hein? Même ceux qui sont dans le BIR, là, ils ont beaucoup de chance. Même d'être dans le BIR, c'est ce qu'on va leur dire. Pourtant, ils ont quel avenir là-bas? Ils ont quel avenir dans le BIR? C'est pour aller se faire tuer aux eaux. Ils sont allés dans le Sud, recruter les jeunes au Sud pour aller se faire tuer aux nozo. Et quand les jeunes meurent aux nozo, on ne nous donne pas tous les chiffres. On ne donne pas tous les chiffres. Ils ne veulent pas que la guerre finisse parce que les jeunes sont désœuvrés. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Autant de violations aux droits de l'homme que le MRC a marqué dans son rapport. Le chômage des jeunes, le désœuvrement des jeunes, le salaire. Quel est le salaire minimum au Cameroun? Le salaire minimum au Cameroun, c'est combien? Je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun est parmi les derniers pays, même en Afrique, qui a un salaire minimum, je ne sais pas, c'est 17 000, c'est 20 combien de mille, 26 000, je ne sais pas trop. Un salaire minimum comme ça n'évolue jamais. Hein? Comment les gens peuvent vivre comme ça? Un État qui ne considère pas la vie, qui ne fait pas de son programme l'épanouissement de ses citoyens, c'est un État qui doit disparaître. C'est un État qui doit disparaître. Tous ces gens-là qui nous gouvernent aujourd'hui doivent disparaître. Quand tu lis le rapport du MRC, il n'y a plus de doute.
Il n'y a plus de doute que le Cameroun est aujourd'hui parmi les derniers pays de l'Afrique. Parmi les derniers pays de l'Afrique. On ne parle même pas du monde, mais de l'Afrique. Nous sommes parmi les derniers en développement. En développement, en liberté, en démocratie. Développement humain, liberté, démocratie. Même des progrès et tout, nous sommes les derniers. Pourtant, quel potentiel on n'a pas? Quel potentiel nous n'avons pas? On a des ressources naturelles, on a des ressources humaines. On a tout. On a tout. Mais les hommes politiques, mais ces gens du gouvernement ont décidé. De nous faire revenir 100 ans en arrière. Mais comme disait mon professeur d'histoire, quand j'étais ici à l'université, je fais la formation, on avait un professeur blanc, un professeur d'histoire, et nous on était dans la classe avec, je vais terminer par là, on était dans la salle de classe avec des amis, des frères africains qui étaient de plusieurs pays, du Congo, du Rwanda, du Bénin, du Burkina Faso. Et on était 5 ou 6 Africains. Et dans la classe, oui, on était peut-être une trentaine. Dans le reste, ce n'était que des Blancs, des autres nationalités, des Français, des Belges, des autres Européens. Et qu'est-ce qui se passait? On avait dans les cours sur l'histoire. C'était l'histoire des institutions, l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde et tout ça. On parlait des faits historiques et tout. Et quand on arrivait sur l'histoire de l'Afrique, on avait toujours ce combat entre les Africains un peu, ils avaient toujours cette haine. Nous, on avait cette haine contre même nos camarades européens qui étaient dans la salle de classe. On ne s'entendait pas beaucoup parce que on pensait à la colonisation. Et on se dit, ce sont les Blancs qui nous ont rendus comme on est aujourd'hui. Les Blancs ont fait ci en Afrique, les Blancs ont fait ci, la colonisation, la traite négrière. Quand on étudiait ça, on était vraiment fâchés. On était vraiment remontés contre les Blancs. Et il y avait toujours les tensions, comme ça tous les jours dans la salle de classe. Il y avait toujours les tensions. Et le prof, un jour, nous a dit, je ne vois pas pourquoi vous, les étudiants africains, vous en voulez tant à vos frères blancs. Pourquoi vous en voulez à ceux qui vous ont colonisé? Moi, je suis un professeur, mais je dois vous dire aujourd'hui que votre malheur vient d'abord de vous. Je sais que vous n'allez pas accepter ça, vous allez dire, je le dis parce que je suis un blanc et tout, mais je le dis de mon regard de professeur d'histoire, que j'ai étudié l'histoire, j'ai étudié comment le monde est en train de se constituer, comment les choses se sont passées. Et moi, je vous dis, vous les Africains, votre problème, c'est vous-même. Ce sont vos dirigeants. Si vous perdez votre temps à pointer le colon, tous les jours, c'est ce que vous avez fait. À pointer le colon, vous n'allez jamais vous développer. Il nous a pris l'exemple des pays qui ont été colonisés, qui à un moment ont dit non, maintenant on se développe et ils se sont développés. Donc, voilà. Juste pour vous dire que le professeur Kamto l'a dit, c'est bien beau pour nous de dire, c'est la France. Notre prof nous a dit ça. Il y a des pays qui ont subi la colonisation, qui ont subi pire comme vous, mais qui sont en train de se développer, qui sont en train de faire l'effort pour se développer. Vous pouvez faire comme eux. Et ce prof avait raison. Le professeur Kamto a dit ceci dans son discours de fin d'année. Il n'y a personne qui viendra nous libérer. Il nous a dit ça. Donc moi, je vous parle, vous mes frères.
Il n'y a personne qui viendra me libérer. Même pas la France, même pas Joe Biden, même pas personne ne viendra me libérer. Les nations n'ont que des intérêts. Les nations n'ont pas d'amis. On a étudié ça aussi en histoire. Je dis, les nations n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas des amis, ils n'ont que des intérêts. Que ce soit un autre président français qui sera là, que ce soit Joe Biden, même s'il est démocrate, l'intérêt des États-Unis passe d'abord. L'intérêt de la France passe. Ils vont signer, ils vont signer, on appelle ça comment en droit, bref, le Parlement va sanctionner le gouvernement, comme on l'a fait. L'Union européenne a sanctionné le gouvernement du Cameroun. Les Américains l'ont fait. Tous les députés le font. Mais quel est le moyen de pression que ces gens-là auront pour renverser? Ces gens-là n'ont aucun moyen de pression pour renverser, en dehors du fait que c'est le peuple qui doit décider. Ils peuvent être là pour nous soutenir. Mais si le peuple ne se décide pas à se libérer des dictateurs, les Américains ne viendront pas nous installer quelqu'un. Les Français ne viendront pas nous installer quelqu'un. Nous devons impulser un vrai changement au Cameroun. Nous, ici à la diaspora, comme l'a fait la diaspora soudanaise, comme l'a fait la diaspora malienne. La diaspora malienne, la diaspora soudanaise a impulsé un changement dans leur pays. En faisant quoi? Dites-moi en faisant quoi? En sensibilisant comme nous le faisons sur les réseaux sociaux, en maintenant l'éveil et en finançant. Je vais finir par là. On ne peut pas continuer cette révolution sans qu'elle ne soit financée. Il y a beaucoup de gens sur la toile aujourd'hui qui disent que les combattants sont devenus des journalistes. Le combat n'a plus des actions. Le combat a toujours les actions. Mais à un moment, on doit réfléchir. À un moment, on doit pouvoir faire un diagnostic. On doit pouvoir se remettre en question. C'est cette phase-là, on est dans cette phase de remise en question. Une phase de stratégie. De voir qu'est-ce qui peut marcher. Aujourd'hui, vous nous voyez dans United for Cameroon, qui est cette initiative qui a été mise sur pied pour soutenir les combattants qui sont tombés. On soutient les combattants qui sont tombés, qui sont torturés. Pourquoi? C'est pour que plus tard, que si quelqu'un veut aller, si quelqu'un décide de dire que je vais lutter pour mon pays, qu'il ne se sente pas seul, qu'il ne sente pas que sa famille sera abandonnée quand il va tomber. Je vous rappelle encore que même au Nozo, on soutient les familles des soldats qui tombent. On soutient leurs familles. On ne peut pas faire un combat sans soutenir nos frères et sœurs qui tombent. Quand je dis tomber, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ces prisonniers qui sont dans les géoles. Tous ces prisonniers qui sont enfermés. Ils ont des familles. Ils ont des familles. Ils avaient un emploi. Ils avaient un futur, un avenir. Qui va réparer tout ça? Les soutenir, c'est quoi? C'est aider leur famille. C'est leur apporter cette eau à boire. Et ce financement va venir d'où? De nous, le peuple. Ce financement doit venir de nous. Chaque personne, chaque combattant, chaque Camerounais qui est épris de justice doit savoir que pour le moment, on a besoin de ça dans le combat. On a besoin que le combat soit soutenu et soutenu financièrement. Il ne faut plus qu'on mâche les mots. On a besoin d'argent pour soutenir nos frères, pour impulser, pour sensibiliser. Parfois, moi, ça me fait rire quand les gens disent que est-ce qu'on doit donner l'argent aux gens pour qu'ils sortent et voilà. On ne peut pas donner l'argent à quelqu'un pour qu'il sorte. Mais on doit pouvoir sensibiliser les gens.
Et ça nécessite des moyens, même la sensibilisation, la logistique et tout, ça nécessite des moyens. On ne doit pas penser que les choses doivent se faire naturellement. Nous, c'est que nous devenons un peu comme ces gens du gouvernement qui restent dans leur bureau et pensent que ah, la route là est mauvaise, mais Dieu va faire qu'il n'y aura pas d'accident là-bas. Voilà comment pensent nos dirigeants. On va surcharger les gens dans la voiture. Dieu va faire qu'ils ne font pas l'accident. Ils prient. Le jour où il y a l'accident, on dit, oh, voilà peut-être 500 morts, voilà peut-être 50 morts. Ouais, ils sont morts. Si on avait arrangé la route, si on était allé dans les agences de voyage, dire que non, il ne faut pas surcharger, contrôler que ce ne soit pas surchargé, il n'y aurait pas eu autant de morts. On ne peut pas rester là et dire que on va chasser un bien, espérer que chacun va sortir de chez lui sans qu'il soit orienté, sans qu'il soit sensibilisé, que chacun va sortir de chez lui comme ça, de manière spontanée, parce que la personne souffre, parce que la personne a faim, il va sortir pour chasser bien. Mais non, personne ne va sortir. Parce que même celui-là qui a faim, est-ce que il est sûr, il peut s'habituer à sa faim? C'est nous qui devons les faire sortir de chez eux. Quelqu'un peut s'habituer à la faim. Tellement qu'il y a la misère au Cameroun, on s'habitue à la misère. Nous, on va te dire, tu vois ça parce que tu es en bain. Parce que vous êtes en bain, vous pensez que tout est mauvais ici et tout. Il faut travailler. Il faut faire un travail sur le terrain. Un travail de terrain doit être fait. On doit sensibiliser, éduquer, informer. Oui, c'est un travail qui doit être fait. Il n'y a rien qui doit être spontané comme ça. On doit faire un travail. Donc j'invite tous les combattants à penser que un travail de terrain doit être fait au Cameroun. Un travail de sensibilisation, d'information, d'éducation doit être fait. Tout ne vient pas spontané comme ça. Oublions ça. Oublions ça. Tout ne vient pas spontané, non. Ça, c'est une méthode de l'Antiquité qui ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, soutenons l'initiative de United for Cameroon pour un Cameroun nouveau. Vous avez le site internet et tout. Vous pouvez voir toutes les informations. Voilà, déjà, ça a été un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Et je vous souhaite un bel après-midi. Et déjà, n'oubliez pas, je crois que c'est demain que Mamadou Mota sera libéré. C'est le cas, c'est demain, c'est le 4, c'est le 5. Voilà, au moins il sera libéré. Nous sommes contents. Et je vous dis merci à tous et à la prochaine. Restez connectés sur la page de Bobby Tanap et partagez notre page. Ça a été un plaisir. Bye bye.